Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial en direct du salon Equipotel pour parler de la collaboration entre l'ameublement français et Oco Hôtel. La collaboration s'appelle d'ailleurs La Collab et elle vise à promouvoir le fabriqué en France au sein des projets hôteliers. En résumé, c'est une démarche ultra vertueuse fondée sur une méthode de co-conception sur laquelle on va largement revenir entre les fabricants et les architectes tout en valorisant les savoir-faire de l'industrie française, que ce soit pour le bois, la tapisserie, le travail du métal, les luminaires ou encore la déco. Et pour expérimenter ce design hôtelier plus durable, l'ameublement français et Oco Hôtel ont demandé à 2 cabinets d'architecture, Erose et Laune Architecture, de travailler sur 2 concepts de chambres qui viennent d'être révélés aujourd'hui pendant Equipotel, ou plutôt même hier, et prouver qu'on peut concevoir des projets avec du mobilier 100% fabriqué en France, éco-conçu, tout en respectant les exigences hôtelières. Alors pour parler de ce partenariat inédit, je suis avec tous les concernés. Max Flageolet, président du groupement Contract et Agencement de l'ameublement français et dirigeant de Ligne Rosec Contract. Bonjour Max. Bonjour. Solène Auréa-Davis, directrice générale du groupe Oco Hôtel. Bonjour Hortense. Et les architectes d'intérieur Pauline Marcinuc de Laune Architecture. Bonjour Pauline. Bonjour Hortense. Et Émilie Rose de Erose. Bonjour. Alors, avant tout, juste un petit mot sur l'ameublement français, qui est une organisation, attention, Max me regarde et va tout valider, ou pas. C'est une organisation professionnelle qui rassemble 380 entreprises françaises qui fabriquent des meubles ou aménagent des espaces de vie. L'ameublement français, en fait, accompagne ses adhérents, il soutient leur savoir-faire, ils encouragent l'innovation, les échanges et les actions collectives. Il travaille sur les enjeux de demain, il s'engage pour une filière vertueuse et durable. L'idée, c'est vraiment de faire rayonner l'excellence industrielle et l'art de vivre à la française en France et à l'international. Max, est-ce que ça va comme présentation ? Va très bien, c'est valoriser le savoir-faire et artisanal et industriel, parce que les fabricants français de mobilier ont ceci en commun, qu'ils sont très diversifiés en fait, et qu'au sein de mêmes entreprises, il peut y avoir des fabrications industrielles ou artisanales. Je pense que c'est ça leur richesse. Et je vais aussi présenter Oco Hôtel, qui est un groupe familial indépendant créé en 2009 par votre père, Solène, je crois, et avec le soutien de Paul Dubrul, qui est le cofondateur du groupe Accor. C'est un concept d'hôtel, comment on peut dire, 4 étoiles, urbain, au prix juste. Ce sont des hôtels accueillants, contemporains, et je crois que vous avez déjà 14 hôtels et plus de 300 collaborateurs. Exactement. Solène, première question pour vous. Vous êtes entreprise à mission. Peut-être pour introduire, on peut parler de ça. Vous pouvez nous en dire plus sur ce statut ? Alors, le statut d'entreprise à mission permet aux entreprises d'inscrire dans leur statut d'autres objectifs que ceux communs à toutes les entreprises, qui est de faire du profit. Donc nous, chez Oco Hôtel, la mission qu'on s'est donnée, au-delà de continuer de faire grandir notre entreprise, c'est de concevoir une expérience hôtelière haut de gamme qui prend en compte aussi la responsabilité sociale et la responsabilité environnementale. Et donc dans ce cadre-là, on met en place un certain nombre d'actions et de projets
Et certains nous amènent à travailler avec des acteurs de la filière, parce que nous, on sait travailler sur notre métier d'hôtelier, mais finalement, on a aussi le métier de la construction, de la rénovation d'établissements. Et c'est pour ça que ce projet, il nous a beaucoup parlé, parce que là, on avait la possibilité de travailler avec les acteurs, les fabricants, sur des projets de conception de design hôtelier. Et justement, qui a eu l'idée? Comment est né ce projet? Vous vous connaissiez? Comment s'est passée la rencontre? On se connaît, oui, puisqu'on avait Line Roset était un fournisseur d'OCO sur d'autres concepts hôteliers avant. Après, j'ai pris la direction du contract à l'ameublement français. On a continué à discuter parce qu'on discutait d'autres choses que de rapport client à fournisseur. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait des conceptions relativement communes sur, effectivement, la responsabilité sociale et environnementale. Je dis bien et sociale et environnementale. Non seulement de Line Roset, mais des entreprises en général et de l'industrie en général. Donc, à un moment, on s'est dit, on va peut-être essayer de faire quelque chose ensemble. Solène m'avait redit qu'elle souhaitait travailler majoritairement avec des entreprises françaises, qu'elle avait déjà commencé à faire, je crois, avec l'hôtel de Rosa Parks, si je ne me trompe pas, Pauline, hein, c'est ça. Et donc j'ai proposé à Solène, mais elle a saisi la balle plus que spontanément au vol en disant essayons de le faire ensemble avec l'ameublement français. Voilà. Ça s'est passé comme ça. C'est une rencontre, quand même une volonté commune, des valeurs communes et la volonté d'avancer au-delà des simples discours. C'est-à-dire d'arriver à prouver que ça pouvait marcher. Quelque chose dans de les concret. faits. Quelque chose de concret, c'était vraiment notre volonté, quoi. Parce qu'on a beaucoup discuté sur le fait qu'on assistait chacun séparément ou en commun à des conférences. Et notamment, je vais à Equipotel il y a 2 ans sur le thème de la RSE. C'est très bien les discours, mais il y a un moment, il faut passer aux actes. Voilà, et on a eu envie de passer aux actes ensemble sur ce sujet-là, je crois. C'est vrai qu'on a tous les deux la conviction que la communication, elle est essentielle parce qu'il faut continuer de faire de la pédagogie, mais qu'à un moment, il faut aussi apporter la preuve que les choses sont possibles et faut accepter, et nous c'est le choix qu'on a fait en devenant entreprise à mission, d'être un peu pionnier sur certains sujets, de prendre notre bâton de pèlerin et de dire ok, nous on croit au design made in France et la preuve, on a fait 2 chambres qui répondent à ce cahier des charges et elles seront déployées sur nos prochains établissements. Et essayer d'apporter la preuve sans cacher de sujet sous la table. C'est-à-dire le budget n'est pas un sujet tabou dans ce cadre-là. Alors c'est important de le préciser aussi. Eh bien, on va revenir sur cette idée d'argent, du prix évidemment, parce qu'avec cette méthode, vous soutenez donc principalement le Made in France. Vous souhaitez prouver qu'on peut concevoir des projets avec du mobilier 100% fabriqué en France. Ça paraît simple dit comme ça, alors qu'en réalité, c'est pas forcément si évident. C'est pas forcément si évident parce qu'en fait, c'est pas forcément dans les habitudes. Il faut déjà identifier les fabricants qui sont en mesure de répondre aux contraintes de l'industrie hôtelière. Et c'est pas le cas de tous les fabricants. Il faut se connaître, se rencontrer, savoir travailler ensemble. Et c'est vrai que dans ce cadre, pour nous, le fait que l'ameublement français fasse office de super intermédiaire, ça a été pour nous très précieux parce que ça nous a fait gagner un temps. On n'aurait jamais pu investir ce temps-là, acteurs de notre taille, pour aller à la rencontre de l'ensemble des fabricants français issus de l'ameublement français seuls. Alors, qu'est-ce que c'est la co-conception ? On va en parler beaucoup. Comment vous le définiriez ? Quelle est la mission ? C'est un peu la même chose que ce qu'on fait quand on met au catalogue un meuble de designer pour le grand public, en fait. C'est-à-dire que quand un designer nous sollicite pour créer un produit qu'on va mettre dans nos magasins, on prend du temps. C'est-à-dire qu'on commence à le regarder ensemble, on commence à regarder les dessins ensemble, on fait des maquettes ensemble, on l'améliore ensemble. Puis après, on l'industrialise et on le commercialise. En hôtellerie, jusqu'à maintenant, c'était on va le dessiner, on va faire plein d'autres choses sur le projet hôtelier, puis à la fin, on va finir par s'occuper de l'hôtel. On va envoyer le dessin, on va demander un chiffrage, et puis le moins 10 ans ou le moins mal 10 ans va dire on va le fabriquer dans des délais records, sans tenir compte que dans le prix, il n'y a pas que la fabrication du mobilier. Il y a comment on le livre, comment on le monte, comment on le répare. Est-ce qu'il dure ? Quelle est l'analyse de son cycle de vie ? Donc l'idée, c'était d'ajouter tous ces éléments-là pour constituer le vrai prix du meuble à la fin. Et un meuble qui soit pérenne, réparable et utile à l'hôtelier
et aux clients de l'hôtellerie, quoi. Comme disait Pierre Paulin, un meuble doit d'abord être utile à celui qui s'en sert. S'il y a de la poésie, et Laune et Rose en ont bien sûr mis de la poésie, mais le principe de départ, c'est qu'il doit être utile à celui qui s'en sert et confortable. Et quand je dis confortable, c'est pas qu'un siège. Un meuble peut être confortable aussi dans son usage. Voilà, c'est tout ça qu'il faut mettre dans le prix. Et parce que les architectes français, dans le domaine de l'hôtellerie, ils n'ont pas forcément le réflexe de se tourner vers les fabricants français. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça fait partie des légendes urbaines, quoi. Il y a un moment, à force de l'entendre répondre, dire... Moi-même, je finissais par me poser la question, est-ce qu'on n'était pas plus cher ? Est-ce que finalement, il fallait continuer à faire de l'hôtellerie parce qu'on serait toujours battu par les autres qui seraient moins chers ? Parce qu'il y a toujours moins cher, en fait. Hein. Ça, c'est un principe de base. Donc, voilà, c'est une légende urbaine, on finit par le penser. Et puis, il faut savoir que les architectes d'intérieur, parce qu'ils ne sont pas en co-conception, n'ont pas toujours le pouvoir d'influencer sur le choix du fournisseur. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont rendu leur dessin, parfois l'hôtelier choisit tout seul ses fournisseurs, prend un assistant à la maîtrise d'ouvrage qui sélectionne aussi des fournisseurs dans l'appel d'offres. Il se dit, je vais quand même en consulter des un peu loin, un peu en Europe de l'Est, parce que ça me permettra. Et puis, finalement, on arrive à un prix qui est le plus bas ou le deuxième plus bas, quoi. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est assez ancré dans l'esprit des décideurs dans l'hôtellerie, oui. Parce qu'on va revenir sur chacun des piliers pour bien comprendre cette méthode. C'est une méthode qui simplifie les échanges. C'est-à-dire ? Oui, alors c'est amusant parce qu'on parle de méthode et en même temps, il y a des choses où on n'a pas totalement réinventé la roue, mais si ça se faisait plus souvent, on n'aurait pas eu à exposer les choses de cette manière. On a choisi de partager, pour moi c'est ça l'essence de la co-conception, partager les enjeux dès le début. Donc nous on a partagé en transparence avec l'ameublement français notre choix non négociable que ce soit français auprès des décoratrices. Donc en fait, il n'y avait pas d'option alternative. On a partagé en transparence nos budgets. Et on a partagé l'ensemble de notre cahier des charges design avec les piliers de notre ADN, ce en quoi on croit. Et on va aussi assez loin sur certaines exigences en termes de réemploi de matériaux, de naturalité, de facilité de maintenance, de réparabilité. Donc c'est là où aussi on exprime nos contraintes hôtelières. Et de solidité aussi. Hein. Oui, de solidité, de robustesse. Donc effectivement, pour moi, c'est vraiment du partage en transparence des enjeux qu'on a dès le départ. Oui, je crois que c'est une méthode qui vise quand même à transformer la façon dont le projet hôtelier est mené, donc en intégrant les fabricants vraiment dès le tout début de la méthode, il faut vraiment le préciser. En quoi c'est vraiment important que ce soit vraiment au tout début ? En fait, trop souvent, il y a des allers-retours successifs où, parce qu'on n'a pas pris l'ensemble des besoins en compte, on va revenir sur certaines choses. Et notamment, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on travaille un peu dans notre bulle, l'hôtelier et les décos. Et puis, à la toute fin, on s'adresse aux fabricants, on leur demande un prix. Et là, on comprend dans les prix qu'il y a des choses qui ne collent pas. Ce qui a été très intéressant, c'est que là, je pense que c'est plus à Pauline à Pauline et à Émilie de répondre à ça, mais dans le travail qu'elles ont pu avoir avec les fabricants, finalement, elles ont réussi à rentrer dans le budget parce qu'il y a eu des optimisations. Oui, non, complètement. Déjà, d'avoir le budget en amont, c'est déjà super important et très intéressant pour nous parce que souvent, on nous le donne pas. Là, on avait un budget, on avait des contraintes, on avait un design brief très précis et c'est vrai que ça nous a permis du coup de discuter directement avec les entreprises sur ce qui était possible de faire et ce qui ne l'était pas. Nous, on peut dessiner beaucoup de choses et il y a des choses qui sont pas forcément réalisables. On a de l'expertise, mais on n'a pas leur savoir-faire. Donc là, on avait directement un dessin qui était, validé ou non par une entreprise en nous disant attention, si tu baisses de 2-3 cm ta tête de lit, ça va être plus intéressant au niveau de la matière et des dimensions qu'on peut utiliser. On va gagner du budget, on va gagner du temps. Voilà, il y avait pas mal d'allers-retours sur leur savoir-faire que nous, on n'a pas forcément et qui était possible grâce à cette co-conception dès les premiers coups de crayon.
C'est vrai que les filles, on a envie de vous faire parler aussi. Je me dis, on va peut-être dérouler la méthode et c'est vrai que n'hésitez pas à intervenir. Et après, justement, en gros, ils vont nous expliquer leur méthode et après, vous allez nous expliquer comment vous l'êtes approprié. Ça peut être, évidemment, on attend votre point de vue là-dessus. Pour ces collabs, vous avez identifié des fabricants français. Comment vous les avez sélectionnés ? On a fait en fait un appel à candidature auprès de tous les adhérents de l'ameublement français. C'est-à-dire que c'était vraiment totalement ouvert. On a publié une sorte de cahier des charges, le cahier des charges OCO, je crois d'ailleurs, hors budget, mais cahier des charges. Et on a demandé un certain nombre d'informations aux entreprises sur avez-vous déjà fait de l'hôtellerie, quelle est votre politique RSE, où sourcez-vous vos matériaux. Voilà, des questions sur le profil des entreprises. Après, on a fait une sélection un peu en fonction de ces critères-là. Puis après, on a publié le dossier de consultation des entreprises. Et après, une sélection des finalistes. Alors, avec une nouveauté, c'est que plutôt que d'envoyer un tableau Excel avec des chiffres non expliqués, on a organisé une soutenance des entreprises finalistes auprès des architectes, je crois que vous étiez là, et de OCO, pour défendre leur projet. C'est-à-dire, dans mon prix, il y a ça, mon offre de maintenance, c'est ça, mon produit, il peut se réparer comme ça, j'ai choisi plutôt tel fournisseur de mousse pour des raisons à la fois de confort, pour répondre au cahier des charges d'OCO. Voilà, donc il y avait une vraie soutenance, et c'est toujours ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre prix. Voilà, donc on a donné la possibilité à Solène, après, de choisir en fonction de ces différents critères. C'était à elle, après, bien sûr, c'est sa liberté, ça, de maître d'ouvrage, de pondérer les critères et d'aller vers là où elle se sentait le plus en sécurité et le plus en rapport avec le cahier des charges de la marque. La question de qu'est-ce qu'il y a dans le prix, elle est absolument fondamentale. Et c'est vrai que vous disiez, les architectes ne se tournent pas vers les fabricants français. Je pense que parfois, le cœur du sujet, c'est les hôteliers eux-mêmes qui ont des habitudes de travail et qui ont certaines croyances limitantes, notamment sur ce qu'il est possible de faire dans un budget. Mais en fait, si on va au bout de sa démarche d'achat et qu'on regarde comment travaillent les fabricants en termes de responsabilité sociale d'entreprise, à la fois sur le volet social et sur le volet environnemental. Si on réfléchit en termes d'analyse de cycle de vie du produit, c'est-à-dire comment il est mis en œuvre, comment il est installé sur l'hôtel, comment il vit dans le temps, comment on sait le réparer, et à la fin de sa vie, comment il est revalorisé, recyclé, etc. Là, on va effectivement beaucoup plus loin que dans une analyse de bordereau de prix. Et en fait, tout ça, c'est de l'analyse économique aussi. Parce que si j'achète pas très cher, mais qu'au final, j'ai des problématiques de qualité, que je dois immobiliser mes chambres pour faire des travaux, racheter des équipements, modifier un agencement, je vais perdre énormément d'argent. Et c'est vrai que cette réflexion-là, ça nécessite un peu plus de temps de la part des équipes hôtelières et un peu de connaissances aussi et un vrai échange en amont. C'est ce temps-là qu'on a accepté de prendre et qui pour moi en fait gagner in fine. Oui, j'allais dire, c'est une méthode qui fait gagner du temps. En quoi elle vous fait gagner du temps, mais vous venez de me répondre. Oui, moi je suis persuadée que le temps qu'on passe sur la conception, en partageant nos retours d'expérience sur ce qui a pu ne pas marcher sur des projets précédents, parce qu'évidemment des erreurs on en fait tous, c'est déjà une super base. On va déjà s'éviter tout un nombre de problématiques. Et puis, l'avantage, c'est que sur une équipe projet, parfois, il y a une dizaine de personnes de tas d'entreprises différentes qui eux-mêmes apportent leur expérience. Et au fur et à mesure, ça permet d'éviter des écueils. C'est une méthode qui optimise les coûts, on vient de le dire. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ? Moi, je trouve que sur la dimension du coût, on a eu des très bonne surprise, parce que effectivement cette croyance limitante le français c'est plus cher, il y a eu des offres qui étaient tellement compétitives que j'ai posé des questions en disant mais moi j'ai besoin de voir là. Et en fait c'est vrai qu'en allant voir l'outil productif, en comprenant à quel point il y a certaines choses qui sont
industrialisé, malgré une réalisation qui est quand même du semi-mesure, on arrive effectivement à avoir des prix très intéressants. Donc oui, c'est des choses où on est à même d'être très très compétitif sur certains postes et sur d'autres d'être pile dans ce qu'on avait imaginé, un tout petit peu au-dessus. Et là, le travail de co-conception, il a vraiment permis l'atteinte du budget. Et c'est vrai que ça évite aussi le stress sur un projet, comme ça arrive très souvent quand on fait chiffrer aux entreprises. Très régulièrement, on se retrouve 40% au-dessus du budget. Et là, donc, on retourne voir les équipes de déco en disant vas-y, qu'est-ce que tu cuts dans ton projet ? Et t'es gentil, t'as 2 semaines pour le faire. C'est ultra stressant pour tout le monde. Donc, faire ça en avant, c'est un gain d'argent, c'est un gain de temps et puis c'est un gain de stress aussi. Puis c'est un gain de qualité quand même, parce qu'on s'est retrouvés, enfin je sais pas, Pauline et Émilie, puis peut-être toi aussi, dans des situations où on était obligé de brûler, sauter certaines étapes, prototypes, tests, etc. et de livrer des choses dont on n'était pas totalement certain que finalement ça chambre témoin. Donc le fait de travailler en amont, on a l'impression de perdre du temps, mais en fait on évite une perte de temps répétitive à la fin, parce que soit on brûle les étapes, soit il faut faire 5 prototypes au lieu d'un. Donc c'est ça, et ça coûte beaucoup d'argent de faire des prototypes à tout le monde aussi. C'est vrai que quand on est allé réceptionner les agencements chez les fournisseurs avant le salon, en fait, on était très contents de se voir, de passer du temps, de réceptionner. On n'a pas eu beaucoup de choses à se dire sur ce qui avait été fait. Et vraiment, moi, mon retour, c'était, mais d'habitude, on passe la journée à retravailler, à décortiquer, etc. Et là, je pense que c'est à ce moment-là qu'on a perçu le travail qui avait été fait en amont. Avant de passer la parole aux architectes, concrètement, on parle d'une méthode, mais c'est quoi ? C'est comme un livre blanc ou comment ça se transmet ? C'est plutôt comment dirais-je, un recueil de scénarios possibles. Parce que dire il y a une méthode, ça serait totalement faux. Il y a autant de projets que de chaînes hôtelières, que d'enseignes hôtelières au sein des chaînes hôtelières, que d'inspiration d'architectes d'intérieur, que de nombre d'architectes d'intérieur, que de dessins de mobilier, que de références de mobilier, j'en passe, et des meilleurs. Mais par contre, il y a plusieurs scénarios possibles. Et après, c'est à chacun de choisir celui qui lui correspond le mieux. On peut travailler très en amont, un peu moins en amont, choisir les fournisseurs avant la chambre témoin ou après la chambre témoin. L'essentiel, je crois, c'est que les architectes d'intérieur soient très informés du cahier des charges des clients. Ça, c'est le présupposé de base. Et que les architectes d'intérieur, comme ils le feraient pour un mobilier, encore une fois, qui voudrait faire éditer par un fabricant, prennent contact le plus tôt possible avec le fabricant pour dire « Tiens, j'ai dessiné ça, qu'est-ce que t'en penses ? Tu saurais le faire ? Est-ce que tu as des idées pour améliorer le confort ? À ton avis, combien ça peut coûter ?» Puis là, hop, je regarde si ça rentre à peu près dans le budget de l'hôtelier. Après, les scénarios, ils sont différents selon le délai qu'on a, qui décide l'exploitant, est-ce qu'il y a un acheteur entre les deux et tout. Mais je pense que ça, c'est les deux présupposés qui sont communs à tous les scénarios, en fait. Alors, les filles, comment vous vous êtes approprié cette méthode quand on vous l'a proposée ? Est-ce que c'était plus un accompagnement ou vous n'allez pas me dire une contrainte, mais comment vous l'avez vécu ? Au tout début, votre première impression, parce que vous n'avez pas l'habitude de travailler forcément avec des fabricants français ? Alors, ça a été plus un cadre qu'une contrainte, mais nous, même si on a l'habitude en effet d'essayer de faire local dans nos projets, de travailler quand même avec des agenceurs locaux, français, etc., c'est pas toujours évident parce que on manque de temps. On les identifie pas forcément, comme l'a dit Solène, c'est parfois un peu difficile d'aller les chercher, de les trouver. Là, c'est vrai que l'ameublement français est arrivé avec une liste très fournie de fabricants en tout genre, que ce soit mobilier, agencement, luminaire, parmi lesquels on a pioché. Alors nous, on a déjà fait notre dessin, puis ensuite on est allé se rapprocher des fabricants qui pourraient vraiment réaliser notre dessin, ceux qui ont plus l'habitude de travailler le bois. On a beaucoup travaillé de bois massif, nous, dans notre projet, ou des éléments peut-être plus naturels, plus recyclés. Mais c'est vrai que du coup, ça a été tout un travail un petit peu en amont, communication. Ça, je pense que c'est la clé et tout le monde le dira. Cette communication, que tous les acteurs du projet soient vraiment au même niveau de savoir et chacun apporte son expertise. C'est là aussi qu'on a eu besoin de l'ameublement français sur ces points-là.
Et du coup, nous, ça nous a permis de dessiner un petit peu en pleine conscience et de savoir à chaque fois est-ce que ça va coûter plus cher, est-ce que ça va pouvoir être vraiment réparé, comment on va optimiser les dimensions de panneaux pour que ce soit facilement posable dans un hôtel, qu'on puisse le démonter facilement, etc. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a travaillé, qu'on s'est adapté cette méthode autour d'une table et où on s'est tous assis. Concrètement, comment vous l'avez appliqué? Comment ça s'est passé? Alors concrètement, comment ça s'est passé? On a d'abord beaucoup parlé du cahier des charges, on a beaucoup parlé avec l'ameublement français, avec Solène, avec ce qu'ils attendaient pour cette nouvelle chambre. Ensuite, nous on a posé sur le papier les premiers croquis. Moi, c'est vrai que j'aime bien pour mes projets partir d'un design narratif. Donc j'ai souvent comme un storytelling que je vais dérouler, un fil conducteur qui va m'aider à déjà faire 2-3 croquis. Ensuite, en tout cas chez Eros, on est parti sur quels sont les usages qu'on veut retrouver dans une chambre, quels sont les usages importants. Donc on est parti de ça et puis on a commencé à dessiner à l'intérieur en maquette blanche, on a monté les volumes et puis peu à peu on a commencé déjà à communiquer avec les entreprises. Il y en avait certaines qu'on connaissait déjà de l'ameublement français, avec qui on travaillait déjà. Donc, on allait les voir, on leur dit voilà, on aimerait faire ça. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que ça peut rentrer dans le prix? En amont de proposer la créa à Solène. C'était pas bloquant pour l'inspiration d'avoir justement une liste comme ça, un peu de fabricants non, prédéfinis? Pas du tout. Non, c'est comme disait Pauline, je pense que c'est plus un cadre qu'autre chose parce que sinon c'est vrai qu'on peut soit partir avec nos bonnes ou mauvaises habitudes, mais là pour le coup on avait un cadre avec tant d'entreprises et vraiment il y en a beaucoup. Moi j'ai découvert de très très belles entreprises, donc c'était pas du tout limitant, c'était même assez dynamisant dans le projet, je pense. Puis ça nous a permis vraiment d'ouvrir un peu, je pense, comme toi pour moi, Émilie, notre champ de partenaires aussi, des gens qu'on connaissait pas forcément et avec qui on a créé vraiment une vraie relation autour de ce projet et avec qui on a envie de travailler par la suite parce qu'on sait qu'ils peuvent faire ces choses-là, on les connaissait pas et voilà, on a mis en place tous ces éléments et ça donne envie maintenant de se dire en fait, maintenant pour un nouveau projet, c'est vers l'ameublement français qu'on va aller voir les prochains fabricants parce qu'on sait que c'est durable, c'est fonctionnel, ça rentre dans un prix. Oui, quels sont les bénéfices de la méthode pour vous? Alors les bénéfices de cette méthode, je pense que c'est maîtriser le projet de A à Z. Il y a une certaine transparence, comme disait Solène tout à l'heure, qui est réelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de surprise. En fait, on maîtrise tout depuis le début, depuis notre croquis jusqu'à la réalisation. On communique tellement, on a le temps de faire les choses, de poser les choses. Il y a de nombreux allers-retours et je pense que c'est ça le plus important. D'habitude, dans vos projets, il n'y a pas autant... Ça vous a vraiment apporté un cadre, c'est ça? Alors, chez Eros, pas forcément, parce que c'est vrai qu'on avait déjà l'habitude de travailler main dans la main avec les entreprises. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai déjà à l'agence. Donc, ça, j'ai rien appris là-dessus. Par contre, j'ai beaucoup appris avec l'échange avec la maîtrise d'ouvrage. Et la co-conception en fait partie aussi. On parle beaucoup avec le client. On a vu Solène très régulièrement pendant 18 mois et ça nous a permis d'avoir vraiment toujours ce cadre, de pas partir dans tous les sens, de savoir exactement où on va et d'y aller. Est-ce que c'est rassurant, Solène, d'avoir un cadre comme ça? Oui, c'est rassurant parce que ça permet surtout que personne soit déçu à la fin. De poser nos objectifs communs, de se mettre d'accord sur le fait qu'il y a une ambition design, qu'il y a évidemment un sujet de qualité, qu'il y a aussi un délai et un prix, et qu'en plus, au-dessus de tout ça, on met des ambitions RSE, et qu'en fait, on va s'arranger pour qu'à la fin, on coche absolument toutes les cases. Ça embarque. Ça embarque et ça embarque surtout sur un projet qui prend un petit peu de temps. C'est-à-dire que par moment, justement, quand on doit trancher, parce que forcément ça fait partie de la vie d'un projet, on se ramène à ces objectifs-là communs et à quelle est notre boussole pour décider. Et moi, j'ai aimé qu'on puisse le faire ensemble, là où parfois sur d'autres projets,
Au début, c'est beaucoup les décos. Et puis, en fait, sur la fin, une fois qu'on a les prix, on est un peu obligé de trancher dans le vif. Et parfois, on le fait dans notre coin. Et c'est un peu frustrant pour tout le monde. La méthode repose aussi sur le fait de réduire les impacts sur l'environnement. C'est quelque chose que vous venez de dire qui est hyper important. C'est fondamental. Nous, chez Oco Hotel, on est très engagés sur ces sujets-là d'impact. Il est évident qu'une rénovation, une construction d'hôtel, c'est un impact absolument énorme. Et en fait, cette responsabilité, on ne peut pas la porter seule. Et c'est pour ça qu'on a besoin de sensibiliser toute la chaîne, parce qu'il y a la question du choix des matériaux. Donc ça, c'était important de communiquer là-dessus tout de suite auprès des équipes de déco avec qui on travaille. Et il y a aussi la question de la ressource, de la mise en œuvre, de l'économie de moyens. Et c'est là où les fabricants sont vraiment rentrés en jeu également. Donc oui, la question finalement de l'empreinte carbone, elle est fondamentale. Et ça passe par la conception dès le début du produit en tant que tel, dans son économie de matière, de mise en œuvre. Ça passe aussi par tout le travail autour de sa durée de vie. Évidemment que l'empreinte carbone d'un objet, s'il est changé au bout de 15 ans et pas de 10, elle est bien meilleure. Donc on a cet enjeu de durabilité qui est extrêmement fort. Ça passe aussi par la qualité des matériaux. Ça passe par la façon de concevoir les choses pour anticiper la maintenance et la réparabilité. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus sur la réparabilité et la maintenance ? En fait, c'est vrai que ça paraît complètement sibyllin, mais le jour où on a une problématique d'un pied de chaise qui casse ou d'une tapisserie de tête de lit qui s'est pris un coup de café, en fait, c'est des problématiques hyper concrètes pour les hôteliers derrière. Donc, si on attend, si le délai de commande est trop long, si on n'a pas une pièce pour réparer, si la pièce n'est pas facile à mettre en œuvre, s'il n'y a pas des solutions immédiates, nous, on perd du chiffre d'affaires. Et en plus, on rend la vie de nos équipes compliquée. Donc ça, c'est des vrais sujets pour nous. Et là, on a pu trouver des solutions ensemble et les fabricants français étaient amenés à proposer des solutions tout de suite. Donc là, il y a des choses très concrètes. C'est, je vais vous donner des pièces en spare que vous êtes en mesure de mettre en œuvre vous-même, que vous pouvez remplacer vous-même. Si j'ai du textile, c'est déhoussable. Si j'ai des petites pièces qui permettent de relier les éléments, je vais vous en fournir. Et plutôt que d'acheter des pièces catalogues qui à un moment peuvent être discontinuées, je vais les produire avec une imprimante 3D, comme ça on est sûr que vous en aurez toujours. C'est beaucoup de choses qui sont assez simples mais qui font vraiment la différence. Alors Émilie, Pauline, est-ce que vous pouvez nous décrire concrètement votre travail et les chambres sur lesquelles vous avez travaillé vos projets ? Oui, alors nous, pour ce projet, comme la chambre, elle n'avait pas d'environnement précis, vu que c'est une chambre concept, on est parti, nous, de l'identité d'Oco, donc de son logo, avec ses formes très arrondies, le haut ouvert et le coloris brun. Donc on retrouve tout ça un petit peu dans le dessin et le détail des agencements, avec beaucoup de rondeur, d'éléments très doux. Et dans les coloris, donc on a du bois massif dans des tons bruns foncés, des tons ocre qui se déclinent un petit peu dans les luminaires, et tout ça est relevé un peu par des touches de couleurs assez solaires dans les assises, par exemple. Et on retrouve tout ce travail à la fois dans la chambre, mais également dans la salle d'eau aussi, qui travaille ces formes courbes, cet environnement assez chaleureux, et avec ce travail également de clairvoie entre la salle de bain et la chambre, qui est aussi un des éléments assez forts des projets Oco. Est-ce que vous pouvez nous citer des fabricants avec qui vous avez travaillé ? Oui, alors nous, on a 9 fabricants qui ont travaillé sur notre projet. On a notamment Meubles Célio, qui a fait tous les agencements, donc que ce soit la tête de lit, la console, les chevets, etc. On a pour les luminaires CVL qui a réalisé les liseuses. On a Bouture d'Objets qui a réalisé la suspension, qui est en mycélium, donc un petit dérivé du champignon et en paille, donc un projet assez sympa. Et après, on a d'autres éléments comme la chaise de Chéline Roset. On a produit également un pouf avec Soka. Voilà, on a été très bien accompagnés en tout cas. Merci. Alors, pour le concept de Chambre et Rose, donc moi, je suis vraiment partie sur une parenthèse à vivre. Je voulais qu'après une grosse journée de travail où on a couru dans tous les sens, on puisse rentrer dans sa chambre et qu'on puisse vivre une vraie parenthèse. Donc, un besoin de respirer, un besoin de mettre entre parenthèses cette journée et ses pensées.
Donc j'ai mis entre parenthèses les 4 usages fondamentaux qu'on peut retrouver dans une chambre d'hôtel, c'est-à-dire s'évader, se reposer, s'apprêter et se préparer. Donc on a pas mal tout le mobilier a comme une espèce de courbe. En fait, on est vraiment venu envelopper notre mobilier dans 2 petites parenthèses à chaque fois. Donc la tête de lit a une courbe à ses extrémités, le dressing également, la salle de bain aussi. On a conçu une salle de bain tout en courbe avec un bac à douche courbé également. Voilà, donc on retrouve vraiment comme l'aune une idée de rondeur, un concept plutôt féminin, des couleurs très très chaudes et des matières assez douces. Et pour Eros, quelles sont les entreprises qui ont été choisies ? Alors nous, on a travaillé avec le groupe ASAP et particulièrement Bury pour tout ce qui est agencement. Nous avons travaillé aussi pour les éléments métalliques avec Resistube. Pour tout ce qui est siège assise avec Alki. Et pour les luminaires, nous avons travaillé avec Drujo. Et une petite pépite pour le luminaire que nous avons créé avec l'entreprise Commute, qui travaille le plastique recyclé en imprimante 3D. Donc c'est important de le citer. Je crois que Pauline, vous avez une tête de lit en bois massif. Comment justement vous avez réussi à faire entrer du bois massif dans un projet hôtelier ? Eh ben, on a réussi justement, c'était un challenge, mais on est très contente d'avoir réussi ce challenge. Donc on a bien du bois massif, donc dans la tête de lit, dans les chevets, dans la console. Alors c'est un bois qui est du hêtre, donc un bois un petit peu moins coûteux qu'un noyer, mais on l'a teinté pour avoir cet effet noyer, cet effet bois très foncé. Donc, et ça nous a permis de traiter aussi tous ces éléments un petit peu en courbe et de travailler cette matière naturelle. Donc Max et Solène nous disaient que c'était vraiment une méthode qui doit réduire les coûts et les délais. Est-ce que vous le confirmez ? Vous avez pu le constater ? Alors, au niveau des coûts, on a essayé d'optimiser parce que comme on l'a dit, on avait ce cahier des charges avec ses prix. Donc l'idée de comment utiliser, là je vais revenir sur le même exemple, du bois massif à un coût compétitif. Donc c'est-à-dire qu'on va optimiser par exemple les panneaux, les épaisseurs pour avoir le moins de chute possible et du coup pour optimiser tous ces coûts et cette fabrication. Et puis peut-être sur certains éléments, associer par exemple les éléments massifs à des éléments plus stratifiés, donc un peu moins coûteux, mais qui permettent un assemblage tout à fait fonctionnel entre les deux. Et est-ce que cette façon de travailler va induire chez vous de nouveaux réflexes peut-être pour vos autres projets ? C'est une bonne question. J'espère bien que oui. Nous, je pense que ça va nous permettre surtout donc, d'avoir développé cette méthode, d'avoir un peu plus de clés pour convaincre un peu nos prochains clients sur le fait que c'est possible de faire une chambre made in France, durable, réparable, avec des coûts maîtrisés. On va dire qu'on a un peu plus de poids et d'arguments pour amener un petit peu tous les acteurs du projet hôtelier vers ça. Et je pense que c'est cette idée-là qu'on va essayer de mettre en avant et en tout cas d'appliquer pour la suite dans nos projets. Et Max et Solène, comment vous voyez la durée de vie, votre vision à court, moyen et long terme de cette méthode ? La durée de vie de cette méthode ? La durée de vie, si elle prend, il n'y a pas de raison qu'elle s'arrête. C'est quasiment éternel. C'est-à-dire, on fait du mobilier... Un cycle ? Non, je sais pas. Moi, je pense que c'est pas une mode. Je pense qu'à un moment, on peut arriver à faire en sorte qu'on fasse du mobilier pour l'hôtellerie comme on fait du mobilier pour le particulier, quoi. Voilà. Donc je pense que ça va prendre le pas sur la mauvaise habitude qui consiste à considérer que le mobilier c'est la déco, que ça vient à la fin, qu'on va regarder à peu près ce qui reste comme budget, qu'on va à peu près reprendre le dessin de l'archi d'intérieur et qu'on va imposer aux fabricants de faire à peu près comme ça dans le délai qui est demandé. Ce qui est une catastrophe pour tout le monde parce que tout le monde le paye. Le fournisseur, l'architecte d'intérieur, parce qu'on va aussi le rendre responsable quand même du fait que ce qu'il avait dessiné n'était pas si terrible, mais en fait si, c'était bien dessiné, simplement on n'a pas mis le temps pour bien l'étudier et bien le fabriquer, et ce qui pénalise l'hôtelier parce qu'il va avoir des critiques dans la presse ou des critiques de son exploitant, de sa directrice, de responsable de sa maintenance. Donc il n'y a pas de raison que si on intègre la réflexion sur le mobilier dès le début du projet, et on a le temps, sauf si Solène me détrompe, un projet d'hôtel, c'est pas 3 mois. Hein. Donc il n'y a quand même aucune raison qu'on ne mette pas ça aussi dès le début et qu'on y consacre un peu de temps pour le mettre sur les rails et faire en sorte que ça se passe pas bien à la fin et surtout qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Voilà. Et l'autre chose, c'est que je pense que de toute façon,
d'accord ou pas d'accord, on va être obligé de le faire. Enfin, en tous les cas, chacun va être obligé de se déterminer pour savoir s'il veut le faire ou pas. Et là, chacun, et y compris les fournisseurs, c'est le fait de dire oui ou de dire non, va devoir assumer sa propre responsabilité. Je le fais pas. Je veux signer un contrat, quelle que soit mon empreinte carbone, quels que soient les dégâts que ça va provoquer derrière. Et puis tant mieux si dans 5 ans il faut changer le mobilier, comme ça me fera fabriquer du neuf. Ok, nous à l'ameublement français, on ne veut pas faire ça. Parce qu'on pense qu'il y a une responsabilité collective et individuelle de chaque entreprise dans cette démarche-là. Donc voilà, si on est tous suffisamment motivés, je pense qu'il n'y a aucune raison pour que cette méthode ne s'impose pas. Même si bien sûr, on va continuer à entendre « ouais, mais c'était pour Oco, ouais, mais c'était avec l'Aune et Hérault, c'était particulier, machin, on ne peut pas faire ça tout le temps ». Je pense qu'à terme, de toute façon, il y a un moment, il n'y aura plus le choix. La notation des meubles, l'éco-notation, comme il y a la notation alimentaire, dans 2 ans, c'est obligatoire. Donc là, et la législation va faire bouger les choses. On ne pourra pas faire autrement. Or, pour avoir une bonne note sur un mobilier, on est obligé de le co-concevoir et de l'éco-concevoir, donc de prendre du temps et de suivre la méthode. Et est-ce que c'est une méthode qui pourrait être appliquée ou proposée aux architectes qui font plutôt du résidentiel ? Quand ils dessinent, ça dépend, mais là je vais laisser les deux architectes d'intérieur répondre. Mais néanmoins, dans ce que je vois, parce qu'il y a quand même aussi une tendance, on le voit nous, chez Roset, pardon de citer le nom, mais on voit quand même que le sur-mesure s'impose aussi un petit peu maintenant ou se développe chez le particulier. Alors sur un certain niveau de gamme, je veux dire, mais on a des demandes maintenant d'agencement et de sur-mesure. C'est la même chose, quoi. Là, les gens payent des meubles extrêmement chers. Il s'agit aussi... Alors là c'est pire parce que c'est directement leur argent. Et donc, c'est souvent du mobilier sur mesure fait par de grands designers. Mais là, c'est déjà le cas, en fait, parce qu'ils ont déjà l'habitude. Comme c'est pour le particulier, les contraintes sont moindres. Le particulier, c'est plus facile de lui dire « Écoute, attends, tu veux qu'on te fasse un canapé sur mesure mais il faut le temps. On va travailler avec des petits artisans spécialistes. Ça va prendre du temps. Et les gens payent pour ça. Donc, la méthode, elle est déjà un peu... Il y a moins de contraintes. Là, dans l'hôtellerie, il y a la contrainte de l'investisseur, de l'exploitant, de l'ouverture de l'hôtel, du budget, quand même, du second œuvre, de la salle de bain, des zones publiques, de la communication, du marketing, etc. Voilà. Les contraintes ne sont pas les mêmes. Oui, et encore que je pense que la contrainte du temps pour le particulier, elle est réelle aussi, parce que généralement, si c'est une construction neuve, par exemple, ils ont quand même un terrain, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ouvrent pas. Ils n'ouvrent pas, mais ils ont souvent des... Le problème de l'hôtel, c'est que s'ils n'ouvrent pas ou que toutes ces chambres ne sont pas ouvertes, ils perdent de l'argent. Et, oui, il y a une flexibilité autre. Le particulier, il a son ancien canapé où il va. Mais dans sa tête, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas à toi que je vais expliquer que faire du mobilier ou un appartement ou une maison par un particulier, c'est quasiment un rôle de psychanalyste. Complètement, et encore plus avec du particulier. C'est vrai que je crois que la co-conception se fait beaucoup avec l'archi et le client, plus qu'avec les entreprises, parce qu'on passe un temps fou à discuter, à savoir ce qu'ils veulent, à les orienter sur des choses. Il y a un effet de mode quand même très présent encore dans le particulier, dans le privé. Donc il faut éduquer le client par rapport à ça et lui montrer qu'il y a d'autres choses possibles. Et ça, sincèrement, c'est compliqué. Je pense que cette méthode, elle est moins facile pour du particulier que pour de l'hôtellerie, et ce qui est assez logique. Oui, pour l'instant, il faut plus le convaincre, le particulier. Il faut plus le convaincre, et je pense que la co-conception arrive plus tard avec les entreprises, mais il faut d'abord le séduire, le convaincre. Ça prend beaucoup de temps. Pardon, les enjeux économiques ne sont pas les mêmes, parce qu'on parle d'un canapé sur mesure. Là, on parle de 150 dressings. C'est ça, c'est donc, pas l'enjeu, voilà. Pas le même langage. Pas le même langage. Donc concrètement, on va les retrouver, ces chambres, Solène, quelque part ? J'espère bien. Alors je la formule différemment. Solène, où va-t-on retrouver ces chambres ? Alors ces designs de chambres, ils vont équiper nos prochains établissements. Les établissements qu'on sera amenés à développer en filiale, en management ou en franchise. Donc pour des futurs hôtels, mais aussi peuvent être amenés à être utilisés pour la rénovation de nos hôtels existants, puisque on a ouvert nos premiers hôtels il y a 10 ans. La rénovation ne se pose pas tout de suite parce que heureusement on a opté pour un design assez intemporel, mais ce sera évidemment une question à moyen terme.
Là, une des dernières questions, la Collab, c'est quand même un projet en faveur d'une hôtellerie française compétitive, durable, responsable. Est-ce que vous nous diriez, là on est à Equipotel, comment va le monde de l'hôtellerie en quelques mots ? Ça rejoint un tout petit peu votre question sur la pérennité de la méthode. Je dirais que l'hôtellerie, mais comme beaucoup de secteurs, font face à des enjeux un peu cumulatifs et tout autant stratégiques. Je pense qu'en post-Covid, on a cumulé les difficultés économiques, l'inflation d'un certain nombre de coûts. Donc là, aujourd'hui, on est quand même dans une restriction des marges qui est très forte. Donc ça veut dire que pour maintenir la rentabilité de nos entreprises, il y a beaucoup de travail à faire sur une logique de coûts, mais aussi forcément une logique de chiffre d'affaires. On est aussi en période de restriction de pouvoir d'achat, donc il y a des arbitrages de fait aussi bien chez les ménages que dans les entreprises sur les déplacements, les vacances, etc. Donc il y a plein de raisons d'être très très vigilant, d'autant plus qu'on a quand même un contexte international et diplomatique qui est pas évident à gérer. Une fois qu'on a dit tout ça, on a aussi toutes les contraintes environnementales qui arrivent très vite, puisqu'il y a des éléments comme la CSRD qui vont être mis en place. Et je dirais que le changement climatique a déjà des impacts sur l'activité hôtelière en France, et on le voit maintenant dans le monde. Donc la question de la pérennité de notre industrie, elle se pose de façon ultra pertinente. Malgré tout, moi je trouve qu'on a plein de raisons d'être optimiste, parce que au moment du Covid, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que l'hôtellerie en sortie de Covid n'existerait pas. Et moi je vois que l'hôtellerie est une industrie extrêmement résiliente, qui non seulement s'est relevée de cette épreuve, mais aujourd'hui a à cœur de lancer des projets innovants comme celui qu'on présente à Equipotel. Et je suis persuadée que le collectif nous permettra de trouver des solutions pour l'avenir. Donc j'ai plutôt envie d'être du côté de ceux qui croient et qui essayent. Comme Max d'ailleurs, comment vont les fabricants français ? On pourrait faire un copier-coller inversé pour le mobilier de ce que Solène vient de dire. En fait, parce qu'il y a une opposition un peu dans l'esprit des fabricants de mobilier entre tourisme et mobilier. C'est-à-dire, pour aller très vite, on se dit soit les gens voyagent, soit ils achètent des meubles. Je pense que vous dites un peu la même chose. Donc nous, au contraire, après le Covid, on s'est dit, ça y est, on a gagné en fait. Parce qu'il y a eu une surconsommation de mobilier. C'est-à-dire les gens avaient passé tellement de temps chez eux qu'ils avaient envie de changer, de racheter. Donc il y a eu un boom incroyable, mais qui était une bulle. Alors, il y a ceux qui ont cru à la bulle et ceux qui n'y croyaient pas. Ceux qui s'en sortent aujourd'hui, c'est plutôt ceux qui n'y croyaient pas, parce qu'ils ont évité de fantasmer sur... voilà. Donc on assiste quand même, malgré ce que dit Solène, un peu à un retour sur le tourisme. Les gens ont recommencé à voyager, d'abord en France, et cette année, je crois, un peu plus à l'étranger, notamment en Espagne. Le marché du mobilier baisse. Mais là, on revient à des niveaux qui étaient ceux d'avant Covid. Donc il n'y a pas la peine de se couvrir la tête de cendre en se disant c'est une catastrophe. Il y a sur chaque segment de marché un marché moyen de consommation du mobilier. Après, comme dit Solène, collectivement, on doit aussi pouvoir trouver des solutions pour redynamiser ce marché. Et effectivement, ce que certains commencent à faire, c'est du mobilier pour le particulier, réparable par le particulier. Déhoussable par le particulier, sans faire le retour en usine, donc augmenter le bilan carbone, sans faire appel à des choses supplémentaires. Donc on travaille un tout petit peu là-dessus, parce que la perception du mobilier va probablement changer dans les années à venir, parce que comme pour l'hôtellerie, on va pas se le cacher, on est face probablement à un changement de modèle, y compris sur la façon de commercialiser du meuble demain. Et moi, je crois qu'on n'a pas d'autre solution que de réfléchir au changement de modèle. Eh bien, on va terminer là-dessus. Je fais un petit pas de côté quand même. On vient de dernière question. On est à Equipotel. Pour vous, qu'est-ce qu'une chambre idéale au-delà de la chambre de Pauline et Émilie ? C'est leur chambre. C'est leur chambre. Quelle est pour vous une chambre idéale, peut-être la vôtre ? À quoi ça ressemble ? Quel est votre petit plaisir dans une chambre ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, je vais répondre comme ça. Moi, ma chambre idéale, je la connais déjà. J'y suis allé. C'est la chambre à la Saline Royale à Salins, dans le Jura, qui a été dessinée par Jean-Charles de Castelbajac. Il y a un lit,
une table, une chaise et le lit en hauteur sur une demi-mezzanine et une salle de bain. Et il y a une vue magnifique avec 3 mètres de hauteur de plafond sur l'extérieur, sur la Saline Royale. Je crois que je me suis jamais senti autant en paix que dans cette chambre-là parce que il y a juste ce qu'il faut et c'est tout. Voilà. Moi, ma chambre idéale, elle est à la Ferme du Vent à Cancale. D'abord parce que c'est un endroit sublimissime, de laquelle on voit la baie du Mont-Saint-Michel, et puis parce qu'à 5 minutes à pied, il y a le restaurant Le Coquillage du Gros-Rollinger. Mais il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de téléphone, il n'y a que des matériaux naturels. Et ça fait vraiment partie pour moi des grands luxes. Alors moi, je citerai pas une chambre en particulier. Je pense que je suis très exigeante justement sur ce qu'on peut retrouver dans une chambre. Donc une chambre idéale, pour moi, c'est un endroit où on peut dormir sans trop de bruit, donc une très bonne acoustique, une douche où il y a de la pression, où tu peux accrocher ton peignoir, une serviette mouillée assez facilement, où tu peux poser tes affaires à côté de ton plan vasque, où tu as un lit qui est bien, où tu peux bien dormir, des bons oreillers. Voilà, pour moi c'est ça, ma chambre idéale, c'est ça, c'est une chambre où je m'y sens bien et j'adore quand les serviettes sentent bon. Moi je sais pas si je peux rajouter quelque chose. Moi, je pense que la chambre idéale, c'est celle où on sait qu'on est dans un hôtel, mais on l'oublie un peu, on a l'impression d'être à la maison. Et c'est pour moi une chambre où il n'y a pas de télé. Ah, ouais. Eh ben, merci beaucoup. Bravo pour ce beau projet. Merci d'avoir répondu si précisément et si clairement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Le décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.